Alors, si on avait présenté le titre de ce colloque à un ingénieur du règne de Louis XIV ou de Louis XV, je me dis, mais c'est pas un colloque sur le génie. Le génie, ça ne sert pas du tout à ça. Ça ne sert pas du tout à la mobilité, ni à la contre-mobilité. Le génie, ça sert à faire des sièges. C'est la conception restrictive dans laquelle cette arme, qui s'est constituée progressivement au XVIIIe siècle, avait fini par s'enfermer. En revanche, si on avait présenté le titre de ce colloque à Carnot, par exemple, sous la Révolution française, bien qu'il soit lui-même un ingénieur formé à l'école de Mézières, sous l'Ancien Régime, il n'aurait rien trouvé à y redire. C'est dire que entre les deux, eh bien, il s'est passé quelque chose donc, que j'appelle la révolution de la mobilité. Cette révolution, on va le voir, c'est d'abord une révolution dans les conceptions, dans la façon de définir la fonction du génie, mais aussi une révolution organique, c'est-à-dire dans l'adaptation de cette arme. On célèbre encore aujourd'hui comme date de naissance du génie la loi du 25 Frimaire en deux, donc du 15 décembre 1793, puisque c'est elle qui crée 12 compagnies de sapeurs destinées, je cite, à travailler aux fortifications et à tous autres travaux militaires, soit en campagne, soit dans les places. Donc c'est cette loi qui est généralement retenue comme étant l'acte fondateur de l'arme du génie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Elle suit en fait une autre loi, la loi du 2 Brumaire en deux, du 23 octobre 1793, et donc qui, elle, crée des compagnies de mineurs qui sont réunies au corps du génie. Alors, ces deux lois organiques sont l'aboutissement, alors certes pas tout à fait définitif, on va le voir, d'un très long débat sur l'existence du génie en tant que corps distinct de l'artillerie. Sous l'Ancien Régime, donc, une série d'édits avait organisé le corps du génie, dont le dernier en date, au moment de la Révolution française, était celui de 1776, mais un corps du génie qui était limité aux ingénieurs. C'était en fait un corps dont les seuls membres étaient des ingénieurs et donc qui ne disposaient pas de troupes. En 1790, un débat avait été mené à l'Assemblée nationale constituante, justement, sur l'unification de ce corps du génie avec l'artillerie, avec pour objectif, justement, de faire en sorte que les ingénieurs du génie, étant intégrés dans l'arme de l'artillerie, pouvaient avoir à disposition les mineurs et les sapeurs qui auparavant donc, étaient dans l'artillerie. Et par ailleurs, un autre débat surgissait qui était la question de savoir si les ingénieurs géographes devaient appartenir au corps du génie, ça avait été le cas, ou, alors il n'y a pas véritablement de corps d'état-major, mais où était rattaché à une fonction d'état-major telle qu'elle était portée, incarnée justement par le dépôt de la guerre. Et enfin, autre débat, le débat sur l'intégration dans le corps du génie des ingénieurs des ponts et chaussées, qui sont des ingénieurs civils, et dont on se demandait dans quelle mesure on pouvait les intégrer en cas de guerre dans le corps du génie. Bref, vous voyez toute une série d'interrogations qui surviennent en 1790, donc dans un contexte qui est le contexte d'une refonte totale de l'organisation de l'armée. Alors, cette série d'interrogations, de réformes, d'abord ne prend pas fin. C'est sûr que les créations de 1793, certes, ne sont pas ensuite, alors j'allais dire remises en question, si elles sont remises en question, mais elles ne changeront pas l'organisation globale de l'arme. Mais en 1800, par exemple, Pierre Allan rédige un mémoire contre la réunion des deux armes, parce qu'il est à nouveau question de réunir le génie et l'artillerie. Le problème est toujours posé, et vous savez que le premier consul est un artilleur, donc Bonaparte.
Et en l'occurrence, d'ailleurs, il s'agit d'un projet de fusion des deux écoles d'application du génie et de l'artillerie, donc Chalon et Mézières. L'un des problèmes qui reste posé, et qui restera très longtemps posé tout au long du 19e, c'est de savoir à quelle arme, par exemple, les pontonniers doivent être rattachés. Je cite Pierre Alain, la construction des ponts est un des travaux journaliers de l'ingénieur. Il est obligé d'avoir une connaissance également approfondie des ponts permanents et des ponts temporaires, des matériaux qui les forment, de leur statique et de leur résistance. Et ces travaux ne sont pour lui qu'un appendice des travaux plus vastes et plus compliqués dont il s'occupe. Pour autant, les pontonniers, tous ceux qui ont en charge la mise en œuvre des ponts de bateaux, par exemple, restent attachés à l'artillerie, le génie ayant, lui, la responsabilité de tout ce qui concerne les ponts fixes. Donc vous voyez que les lois organiques, disons, de 1793 ne créent pas définitivement une arme dont on définirait parfaitement les contours. Pour autant, effectivement, elle marque un jalon. Elle marque un jalon qui est justement la prise en charge d'un certain nombre de fonctions qui ne sont pas exclusivement les fonctions liées à la guerre de siège. Pour le dire autrement, si le génie se donne en 1793 une dimension organique, donc constituant un corps, c'est pour répondre à un besoin fonctionnel. C'est-à-dire qu'on ne se pose jamais la question de l'organisation d'un corps comme ça, in abstracto, à partir de rien. Il y a une nécessité. Alors certes, ce besoin fonctionnel, il existe depuis bien longtemps, et il a été identifié par la plupart des observateurs, en particulier Vauban, qui plaidait déjà pour la nécessité de rattacher un corps de travailleurs placé sous l'autorité des ingénieurs. La référence de Vauban, d'ailleurs, est souvent mobilisée tout au long du XVIIIe siècle, et surtout pendant la Révolution française. Vauban est sans doute, j'y reviendrai, on va voir, un des plus grands inspirateurs des plans de campagne et de la conception globale de la guerre révolutionnaire. Contrairement à ce qu'on dit généralement, on ne considère la guerre révolutionnaire qu'au prisme de ce qu'elle a produit, c'est-à-dire Napoléon, mais c'est une illusion rétrospective. C'est-à-dire on ne juge pas d'un moment de l'histoire par ce qu'il a produit, mais bien par les différentes évolutions qui l'ont engendré. Et de ce point de vue, on va voir que Vauban, finalement, est un penseur qui a été très souvent utilisé, une référence majeure, en particulier pour Carnot, ingénieur du génie lui-même. Alors, malgré le constat qu'il fallait des travailleurs au service des ingénieurs, aucune réforme n'avait été mise en place. Alors, qu'est-ce qui a amené justement la Convention, nous sommes en 1793, à franchir le pas? Le contexte stratégique et politique apporte quelques éléments de réponse. Les réformes sont menées donc dans le courant de l'hiver, on l'a vu, 1793-1794, alors que le comité de salut public réfléchit à un nouveau plan d'opération qui va être mis au point par Carnot le 2 février 1794. C'est le très célèbre Système général des opérations militaires de la campagne prochaine, qui définit le plan de coordination sur l'action des 14 armées qui sont créées sur tous les fronts, et en particulier l'accent qui sera mis sur le front du Nord. Et donc c'est ce qui définit les grands contours des opérations qui vont être menées dans les Flandres, qui vont amener la conquête de la Belgique d'une part, et ensuite des Pays-Bas, des Provinces-Unies. Carnot donc prévoit un système tourné vers l'offensive et vers la mobilité. Et pour ce faire, il divise donc les armées de la République en 14 armées, dont les mouvements doivent être coordonnés par l'autorité centrale pour opérer des mouvements de concentration de force. C'est ce qui a fait dire que, effectivement, Carnot était un des précurseurs de Napoléon. Certes, mais cette doctrine offensive, qui repose sur la mobilité, repose également sur l'appui sur le réseau des fortifications. Carnot, qui est un ingénieur lui-même, a rédigé l'éloge de Vauban en 1784. Et il élabore donc un système d'opération qui doit concilier les dispositions défensives
du réseau de fortification avec les principes offensifs énoncés dans le système. Il doit donc adapter une culture et une pratique de la guerre de siège avec l'exigence de la mobilité. Et c'est cette nécessité qui a constitué l'aiguillon, me semble-t-il, essentiel dans l'évolution des génies. Il s'agissait en effet de former un corps du génie de façon à ce qu'il se rende disponible dans un nouvel environnement opérationnel, désormais marqué par la double nécessité, celle de prendre appui sur le réseau de fortification et celle de développer un système mobile et offensif. Donc le génie, qui était l'arme jusqu'à présent d'une forme de guerre plutôt statique, devient progressivement l'arme de la mobilité. C'est une évolution, une révolution. Alors, d'abord, voyons un petit peu dans le détail comment tout ça s'est fait. Donc je vous le disais, le génie à la fin de l'Ancien Régime, c'est un corps composé d'ingénieurs formés à l'école de Mézières. Ces missions sont essentiellement, si ce n'est dans l'esprit de beaucoup de commentateurs, exclusivement liées à la guerre de siège, sachant que le corps des ingénieurs géographes, lui, a été rattaché au dépôt de la guerre. Sous l'Ancien Régime, les ingénieurs étaient les seuls officiers du génie, étaient soutenus par des troupes qui leur étaient confiées provisoirement dans leurs différentes missions. Par exemple, le travail de relevé, alors là je parle des ingénieurs géographes, mais le travail de relevé topographique et de reconnaissance, eh bien, faisait partie des missions attribuées à la cavalerie légère, aux partisans, c'est-à-dire tous ceux qui mènent la petite guerre. Et donc ils devaient se mettre à disposition, vous avez dans les traités sur la cavalerie légère au XVIIIe siècle, la façon dont on doit mettre à disposition des exigences de l'ingénieur géographe les ressources nécessaires. Et il en allait de même pour la guerre de siège, c'est-à-dire que les ingénieurs donc, réquisitionnaient des travailleurs, alors soit dans les populations, soit parmi les soldats, mais ils ne disposaient pas donc de troupes permanentes. En 1790, l'Assemblée constituante donc discute un projet de fusion de l'artillerie et du génie, et le principal argument étant l'économie, mais également le fait que les ingénieurs du génie pourraient disposer de cette façon des compagnies de mineurs et de sapeurs qui étaient rattachées à l'artillerie. Alors, dans le débat qui est... alors, ça, ce sont des questions, alors, pour que vous mesuriez bien le contexte dans lequel on se trouve, ce ne sont pas des questions discutées exclusivement dans le cercle des spécialistes. Ce sont des questions politiques. C'est à l'Assemblée nationale constituante qu'on débat de tout ça. Parce que la façon dont la Révolution française a organisé l'appareil militaire est un sujet politique de premier ordre. Et donc, lors d'un premier débat, par exemple, on peut voir comment le député Boutillier-Chavigny présente une image, disons, un petit peu archétypale et elle-même un petit peu figée du génie. Alors, pardon pour les officiers du génie, aujourd'hui, ils vont là devoir subir une petite offensive de la part de ces héritiers, de ces hommes de la Révolution. Boutillier-Chavigny écrit « Le génie, dans sa constitution actuelle, se trouve borné, pour ainsi dire, aux études et aux travaux modestes et paisibles du cabinet. » Voilà comment se représente l'arme du génie, des ingénieurs qui travaillent sur plan, dans le retrait paisible du cabinet. En aucun cas, il ne s'agit de faire la guerre. Et donc, c'est pour cette raison que le député propose la fusion avec l'artillerie. Comme ça, dit-il, ça les sortira un petit peu de leur cabinet. Et voilà ce qu'il dit. Pour remédier aux inconvénients de l'oisiveté à laquelle le génie se trouve trop souvent condamné, il serait possible et même plus avantageux de lui restituer différentes fonctions qui lui ont été enlevées ou qui lui conviendraient parfaitement, telles que celles des ingénieurs géographes, des travaux maritimes, etc., que de lui adjoindre le corps des mineurs. Vous voyez que le débat dans lequel on se trouve montre, voyez, à quel point, finalement, le génie a fini par s'enfermer dans ce statut. Alors, plus intéressante, parce que justement, plus problématique,
est la vision de Jean-Xavier Bureau de Puzy, qui intervient à un autre moment dans le débat, qui lui-même a été plusieurs fois président de l'Assemblée nationale constituante et lui-même un officier du génie. Alors Bureau de Puzy, lui, a une vision beaucoup plus ouverte du génie. Voilà ce qu'il en dit. Après avoir reconnu le terrain sur lequel les troupes doivent agir, pour les mouvoir, il faut ouvrir leur marche. Il faut percer les forêts, consolider ou même combler des parties marécageuses, faire ou réparer des chemins, construire des ponts, quelquefois les couvrir d'une tête, etc. Et là, vous voyez effectivement qu'une autre fonction du génie est prise en compte, et c'est précisément cette fonction de la mobilité. Alors, cet argument, il vient en plus de la façon, enfin, d'une réflexion menée par Bureau de Puzy sur la guerre de siège. Et donc, lui, il réfute l'argument que le corps du génie, je cite, n'ayant point l'habitude de manier des troupes, son insuffisance à cet égard s'opposera toujours à ce qu'il soit chargé de fonctions dont la fin est de mettre en jeu et de développer toutes les facultés des troupes. Donc, pour lui, c'est aussi une autre piste qui est ouverte, c'est la question de la définition des fonctions du génie amène aussi à une réflexion sur la fonction d'état-major. L'officier du génie, selon lui, doit également être un officier d'état-major, puisque c'est lui qui doit contribuer à l'élaboration des plans. Alors, c'est sur cette base, alors donc, la réforme de 1790 n'a pas lieu, elle est avortée, le génie reste séparé de l'artillerie, mais toujours, il n'est toujours pas doté de troupes permanentes. C'est donc, comme je le disais, en 1793 que le pas est franchi. Alors, il y a à ce moment-là un ensemble de réformes qui modifient radicalement la nature même de l'outil militaire. La loi sur l'amalgame en février 1993, les réquisitions qui aboutissent à la levée en masse par le décret du 23 août 1793, mais également, pendant ce temps, est menée une réflexion pour modifier la nature même de l'action et la théorie militaire. C'est le rôle, par exemple, joué par Grimoire, qui, le 26 avril 1793, est entendu par le Comité de salut public, je cite, sur le genre de guerre que l'on doit faire aux Pyrénées, sur les généraux que l'on peut y employer, sur la situation de l'armée du Nord, sur les projets des ennemis, sur les mesures offensives ou défensives qu'il convient de prendre. Alors, bon, Grimoire a joué un rôle somme toute limité, mais c'est pour vous donner l'ambiance, en fait, que l'on trouve dans l'année 1793, et en particulier au Comité de salut public. Au Comité de salut public, où bien se trouve Carnot, ingénieur du génie, mais pas que Carnot. Il faut également évoquer Prieur du Vernois, également ancien élève de Mézières, membre du Comité de salut public. Mais bien qu'il ne soit pas membre du Comité de salut public, il faut évoquer aussi un personnage comme Gaspard Monge, lui-même ancien de Mézières, mais bien d'autres encore, qui ont joué un rôle fondamental dans ce moment d'interrogation. Le Michaud d'Arçon, qui fut l'un des principaux auteurs militaires de l'Ancien Régime, qui était intervenu dans la controverse entre Guibert et Ménilmontant, dans la querelle donc, entre l'ordre mince et l'ordre Prospon, mais par exemple qui fut le conseiller de Pichegru lors de la campagne de Hollande. J'évoquerai aussi Laffitte Clavé, qui avait en 1779 écrit un mémoire sur les frontières du Nord, et c'est lui en réalité qui est l'inspirateur du plan de Carnot pour la campagne des Flandres en 1794. Ce que l'on voit, c'est que finalement la réflexion militaire, la réflexion sur le type de guerre qui doit être menée, la planification, la définition du système des opérations, eh bien, ce sont des ingénieurs du génie qui l'ont mené. La Révolution française, c'est le triomphe des ingénieurs. Et donc, ce rôle dominant des officiers du génie, historiographiquement, a été occulté, parce qu'on a du mal à imaginer comment des officiers du génie chargés sous l'Ancien Régime de mener la guerre de siège, ont pu inspirer Napoléon et sa guerre de mouvement. Eh bien, c'est précisément ce que l'on va voir en 1994. La campagne de 1994 donc, commence avec ces nouveaux cadres
organique. Mais dans un contexte chaotique, l'armée de la République est en pleine construction, je dirais presque en pleine improvisation, parce que au moment même, pendant l'hiver 93, où on définit des nouvelles lois d'organisation, eh bien, il faut les mettre en œuvre tout de suite, avec cette contrainte absolument phénoménale qu'on n'imagine pas. Mais c'est que l'armée passe en quelques mois de 300 et quelques mille hommes à 750 000. Hein, c'est le résultat de la levée en masse. L'armée révolutionnaire, c'est ça qui fait le grand miracle des succès de la République, c'est que cette armée, elle s'est construite en s'inventant en permanence. Et en plus, en remportant des victoires. Donc la mise en place du corps du génie, donc avec cette fois des troupes à disposition, se fait avec beaucoup d'hésitation. Parmi les problèmes qui se posent, la question, par exemple, de savoir avec quel type d'homme on va remplir donc ces compagnies de mineurs et surtout du sapeur. Je vous cite la correspondance, la lettre qui est adressée à un commissaire des guerres. Il faut faire entrer les hommes qui ne se seraient pas trouvés propres au service de l'infanterie, donc dans ces compagnies de sapeurs, et qui sont néanmoins assez forts pour faire le service des sapeurs. Au surplus, je suis informé qu'il s'est glissé un abus même dans le choix des hommes de réquisition. On a pris par exemple tout le premier rang d'un bataillon et de cette façon, des hommes de 5 pieds 9 pouces qui auraient fait de superbes grenadiers ont été employés comme sapeurs, au lieu de choisir des hommes forts qui, quoique d'une taille peu avantageuse, auraient été également propres au service. On considère généralement, et là aussi, pardon pour l'orgueil du génie, que dans ces premières phases de création, le génie ne devait pas attirer dans les compagnies de sapeurs les meilleurs soldats. Et par exemple, on ne voulait pas que soient affectés dans les unités donc, du génie des soldats issus des premières réquisitions, c'est-à-dire des soldats levés au mois de mars 93. On voulait y affecter des soldats levés en faveur du décret de levée en masse en août 93, c'est-à-dire les plus récemment levés, parce qu'on considérait que pour travailler, on n'avait pas besoin de soldats spécialement aguerris. Alors, on invente en fait, en quelque sorte, ces missions en même temps que le corps s'organise. Alors, je vous donne plusieurs exemples de missions qui sont attribuées, en plus, bien sûr, en plus de toutes les missions qui sont liées à la guerre de siège. Par exemple, l'ordre du premier prairial en 2, chaque général de division exécutera les mouvements ou attaques prescrits par les instructions du général commandant en chef. Il veillera à ce que sa colonne marche dans le plus grand ordre. Chaque colonne sera précédée d'un bataillon d'infanterie légère. À sa suite, marcheront immédiatement les travailleurs qui faciliteront le passage de l'artillerie et couvriront les communications. Les plans de bataille intègrent, on le voit, les opérations. Par exemple, pour le plan de l'attaque du bois du Tilleul et du faubourg de Mons, le dit prairial 29 mai, donc le dispositif, le plan d'attaque est décrit, et je cite, « À la suite de ces corps marcheront les travailleurs, conduits par un officier du génie, leur occupation sera de détruire tous les ouvrages que les ennemis ont dans le bois du Tilleul. Réparation des voies de communication, etc., etc. » Alors tout ça, et je termine là-dessus, en fait tout ça est possible parce que ce qui a longtemps retardé cette évolution du génie, c'est une certaine forme, donc, d'une part, de conservatisme à l'intérieur du corps, que l'on accuse souvent d'être soumis à ce qu'on appelle à l'époque l'esprit de système et l'application mécanique de normes de pensée. Mais c'est également le type de guerre qui est mené. Et c'est le sens de la controverse qui se développe en 1784 à la suite de l'éloge de Vauban par Carnot. Carnot est attaqué par un artilleur, Choderlos de Laclos, qui reproche à Carnot d'avoir surestimé la gloire de Vauban. Mais le reproche de Laclos est, lui, extrêmement, faiblement, en réalité assez faiblement argumenté, parce que Laclos ne voit dans Vauban que le fortificateur.
celui qui travaille à la guerre de siège. Et précisément, ce que Carnot loue dans l'œuvre de Vauban, c'est la capacité de Vauban à placer la guerre de siège dans une conception beaucoup plus globale de la guerre. Carnot résume ainsi l'action de Vauban: réunir ces défenses particulières de chaque place forte, les faire concourir à la défense générale du royaume, considérer l'État entier comme une grande place forte dont les différents points se doivent une protection réciproque, faire régner enfin dans le système général cette économie de force, cet accord étonnant dont Vauban seul était capable de former le projet et de l'exécuter. Eh bien, vous avez là la philosophie de la guerre révolutionnaire, c'est-à-dire concevoir l'ensemble, alors ce n'est plus un royaume, l'ensemble de la République comme une place forte et les places elles-mêmes dans un ensemble plus large devant servir cette fois à l'action de support à l'action offensive. Le meilleur interprète de ce système de guerre, c'est le Michaud d'Arçon que j'évoquais tout à l'heure, qui en 1795 publie les considérations militaires et politiques sur les fortifications. Et il définit l'art des fortifications comme un art de l'économie de moyens. Je le cite: mettre un petit nombre d'hommes en état de résister et même de combattre longtemps contre un très grand nombre. Et il a un chapitre qui s'intitule « Les fortifications considérées sous le rapport de l'attaque ». Et il montre que les fortifications permettent de prendre appui donc sur des bases logistiques, à partir desquelles on trace des lignes d'opération. Ça avait été la grande leçon de la guerre de 7 ans, chez des théoriciens comme Lloyd, comme Tempelhof, puis ensuite comme von Bülow. C'est cette idée de base d'opération et de ligne d'opération qui permet de réconcilier finalement le dispositif statique de la guerre de siège et des fortifications avec le mouvement. Et le Michaud d'Arçon, par exemple, conclut en disant: tous les changements de scène qui peuvent se présenter pendant le cours d'une campagne et même d'une guerre appartiennent de droit à celui qui, jouissant de l'appui des places fortes, reste libre de refuser ou de suspendre ou de livrer l'action de combat. Elles appartiennent à celui qui dispose à son gré de cette immense variété de situations, et il faut répéter qu'il n'en dispose que par la fréquence des points fortifiés. Donc vous voyez comment, là, effectivement, l'art de la fortification, qui était effectivement la principale spécialité du génie, s'intègre dans une conception plus globale qui intègre la nécessité du mouvement. Et c'est donc ce que j'appelle la révolution du mouvement, et c'est ce moment où effectivement le génie intègre ces nouvelles fonctions qui jusqu'à présent étaient... Alors, ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas prises en compte. Évidemment, la nécessité du mouvement existait auparavant, mais elle ne se traduisait pas de façon organique. Il n'y avait pas d'organisation spécifique. Or là, avec l'affectation de travailleurs, de sapeurs, de mineurs, spécifiquement placés, directement placés sous les ordres des ingénieurs du génie, eh bien, le mouvement peut être pris en compte, et en particulier, l'organisation fonctionnelle permet aussi la répartition de ces forces au sein des 14 armées, sans que l'on ait besoin d'attendre, lorsqu'on veut mener des opérations, par exemple, d'attendre l'arrivée de l'armée de siège. Il y avait en 1994 une armée de siège, commandée par le général Scherer, et on n'était pas obligé d'attendre que celle-ci arrive pour mener des petites opérations de siège, et puis surtout pour mener toutes ces opérations qui sont liées à la fonction de mobilité. Voilà, donc l'organisation du génie s'est trouvée au cœur d'une importante rupture dans la façon de mener la guerre, qui a été d'ailleurs la principale cause du succès des armées révolutionnaires. C'est cette capacité à allier eh bien, la défense et le réseau des fortifications et le mouvement qui a permis le succès des armées révolutionnaires. Alors, non pas que le génie en ait été la cause, car on voit quand même dans tout ça une part d'improvisation, mais, et d'application d'ailleurs incomplète des règlements, mais plutôt il en a été le symbole, il a été l'expression dans son évolution d'une évolution en cours.